formation universitaire polytechnique, docteur Zohir Boutouri va présenter son parcours post-doctoral devant le jury constitué de professeur de l'université de là-bas, professeur Nour Mahoussine de l'université de Gama, et moi-même, professeur Moussa Gakri de l'université de Gama. Vous avez le temps qu'il faut pour montrer ce que vous avez fait durant cette période. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, salam alaikum. Je vous remercie d'avoir bien voulu évaluer mon parcours dans le cadre de cette habilitation universitaire. Ce parcours que j'entends par la présentation des différentes phases, quantité de rattachement, les travaux de thèse qui ont été faits, je m'étalerai un peu plus sur les travaux scientifiques et autres, et la production scientifique, que je terminerai avec une conclusion. Donc pour ce qui est du parcours académique, donc c'est un parcours classique, baccalauréat, 5 ans après c'est l'ingénierat. J'accède à cette date à un poste de travail au niveau de la direction de la recherche appliquée de CIDER, puis je reviens vers les études encore pour faire un DEA en anglais technique à l'UFC d'Al-Alba. En 2014 le master, puis en juin 2018 le doctorat. Parallèlement à ce parcours classique, il y a eu de la formation complémentaire. Les plus récentes portent plutôt sur les laboratoires d'analyse et d'essai, dans le cadre de leur management, leur activité technique, leur accompagnement pour l'accréditation, et bien sûr l'évaluation de tout ce qui est assurance qualité, ça veut dire évaluation des méthodes de mesure au niveau du laboratoire. Un peu avant, j'avais pu bénéficier de formations plus techniques, telles que l'environnement de développement C, le langage C, noyau temps réel, l'environnement LabVIEW, etc. Pour ce qui est de l'expérience professionnelle, donc dès mon entrée à l'unité de recherche appliquée de CIDER, j'ai occupé le poste d'ingénieur laboratoire d'électronique, puis responsable du laboratoire Process Control, puis assistant de direction chargé de la recherche et développement à la DRA qui a été reconvertie en centre d'études et de recherche en sidérurgie et métallurgie, toujours dépendant de CIDER. Et puis, après le transfert de notre unité de recherche au centre de recherche sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 2007, j'ai occupé un peu le poste d'attaché de recherche et toujours j'occupais la fonction d'assistant du directeur chargé des aspects scientifiques et techniques. En 2014 jusqu'à la mi-2016, j'ai occupé le poste de directeur régional de la région Est de la filiale du centre de recherche, CC Expertise, pour revenir après à l'unité de recherche en tant qu'attaché de recherche lors de mon inscription en doctorat, donc en 2016. Et puis en janvier 2019, je passais en maître de recherche classe B. Pour ce qui est des activités de recherche, donc avant 2010, il y a eu certains projets tels que le développement d'algorithmes de régulation de la vitesse d'extraction en lingotière, le développement d'applications de monitoring des paramètres de process, puis des projets tels que la mesure dimensionnelle par vision industrielle et l'application aux produits laminés à chaud, l'étude et l'évaluation des incertitudes de mesure durant donc, la période 2010-2012, puis la période 2013 jusqu'à 2015. 2013 jusqu'à 2015, donc on s'est penché un peu sur la thermographie pour les applications biométriques. Ça rentrait un peu dans le cadre du travail de master aussi. En 2016 jusqu'à 2018, donc on commençait à s'intéresser au contrôle qualité des produits sidérurgiques par vision. Et puis, durant la dernière période, 2019-2021, il y a le contrôle qualité des produits et on s'intéresse à l'applicabilité de la thermographie infrarouge. Le centre de recherche ou bien l'unité de recherche n'étant pas une institution qui fait de la formation diplômante, donc pour ce qui est du parrainage,
j'ai pu bénéficier, aux côtés du professeur Moussaoui, de co-encadrement 2 années de suite pour des étudiants de master de l'université de Guelma. Pour la structure de rattachement, donc c'est le centre de recherche dont dépend une première unité de recherche située à Sétif qui travaille sur les couches minces et une autre à Anna pour les matériaux avancés. Et bien sûr, l'unité où je travaille, qui est l'unité de recherche appliquée en Urasme, appliquée en sidérurgie, métallurgie, et il y a aussi la filiale du centre. Pour l'organisation de notre structure de l'unité de recherche, donc une organisation classique, donc pour l'unité 2 divisions de recherche, et dans chaque division, il y a 4 équipes de recherche, et l'équipe de recherche mesure et contrôle automatique des produits dont je dépends. Pour les travaux de master, je m'en suis intéressé au système d'identification faciale en utilisant des images thermiques, avec une étude sur l'état de l'art qui a démontré qu'on a une demande grandissante en programme robuste de reconnaissance faciale pour les applications de sécurité. Et on a aussi pu remarquer le nombre important de techniques qui sont utilisées, et on peut noter donc les approches locales telles que LBP, les approches globales, les approches hybrides, il y a les approches sur l'apparence globale qui peuvent être des méthodes linéaires ou non linéaires telles que PCA. Ceci est un aperçu de l'image, de l'apparence du visage humain selon le spectre de la lumière, donc partant du visible jusqu'aux longues ondes de l'infrarouge. Et la dernière, c'est celle correspondant à l'image thermographique. Et donc pour le processus de reconnaissance, c'est un processus qui démarre de la détection, qui peut démarrer, l'application la plus complète peut démarrer de la détection du visage jusqu'à l'identification, en passant par l'alignement ou bien la normalisation, l'extraction des caractéristiques, la comparaison, le calcul de la distance de similarité. Bien sûr, après avoir effectué une étape d'apprentissage pour créer la mémoire du système, dans notre cas, on s'est intéressé aux approches globales PCA et LDA pour les tester sur ces images infrarouges. Et il y a l'étape de reconnaissance, l'étape où l'on calcule les distances de similarité. On a eu à développer une interface graphique sous MATLAB pour l'acquisition des images thermiques. Ceci est un échantillon de l'image acquise, donc avec plusieurs variabilités du visage humain. Et on a utilisé des outils tels qu'un outil de traitement d'image pour le redimensionnement de l'image, et puis l'outil bien sûr de paramétrage de la caméra thermique où on doit régler l'humidité, l'émissivité, la distance, etc. Donc ceci représente un peu les résultats qu'on a pu obtenir avec PCA, avec LDA on a pu obtenir ces résultats. Donc on a acquis un certain nombre, une vingtaine de volontaires, 15 images pour chaque personne avec les variabilités nécessaires. Et donc, pour ce travail, les acquis, on peut dire qu'on a la disponibilité d'une base de données d'images thermiques créée localement, l'interface graphique d'acquisition d'images qui pourrait être développée, la connaissance des exigences quant à l'environnement d'acquisition et des paramétrages des méthodes, et la confirmation de la fiabilité des images thermiques dans l'identification avec les méthodes connues pour le visible, notamment LDA. Après, pour les travaux de thèse, on s'est intéressé à l'environnement industriel. Ceci est une vue d'ensemble du procédé industriel, à commencer par le traitement de la matière première jusqu'au procédé qui nous intéresse, qui est le laminage. Un schéma un peu plus développé du laminage, donc on a le type de produits qu'on peut avoir en entrée, et qui vont être des produits, des billettes ou bien des bras pour les produits plats, billettes pour les produits longs. On a un four de réchauffage, on commence par la cage dégrossisseuse, puis le train de finition, et puis le refroidissement pour obtenir un produit fini long ou plat. Et donc, il y a certaines propriétés qui sont recherchées, c'est la nuance, l'homogénéité, la géométrie, l'état de surface, etc. Mais il y a toujours des défauts, malgré les progrès réalisés dans le domaine dans le process, des défauts tels qu'ils peuvent être de la calamine, paille, rouille, griffe, etc. Et ces défauts peuvent exister en amont dans le produit et apparaissent au niveau lors du laminage
lors de l'amincissement de la bande, ou bien surgir carrément, ou bien causer carrément par le procédé de laminage lui-même. Ceci est un exemple d'image d'une base de données d'une université chinoise qui a été utilisée dans nos travaux et bien sûr dans les travaux qui ont été publiés à l'échelle internationale. Donc on l'a utilisé aussi pour comparer, avec voilà, les mêmes défauts avec plusieurs variantes de chaque défaut. Et on s'est intéressé pour les méthodes pour voir quelle méthode peut être appliquée à quel type de laminé, froid ou chaud. Et on a pu faire cette première classification. On retrouve les propriétés d'histogramme, l'LBP qui peut être utilisé pour le froid, les matrices de co-occurrence, traitement morphologique pour les laminés à chaud. La même chose pour la classification, donc dans l'état de l'art, on a pu voir que les KNN, SVN, etc. peuvent être utilisés pour laminer à froid. À chaud, on trouve aussi les réseaux de neurones. Il y a les méthodes non supervisées, telles que les cartes auto-organisatrices ou LVQ, qui peuvent être utilisées pour le laminer à chaud. Et donc, nous, on s'est intéressé à une méthode nouvelle, statistique, qui est nouvelle, qui a été appliquée à l'origine en biométrie, et on voulait voir quels seraient les résultats qui peuvent être obtenus si on l'appliquait dans le domaine industriel. Et donc, c'est une méthode qui repose sur des filtres qui sont prédéfinis, qui est convolue à une image, et on recalcule le code de l'image, on va coder l'image de nouveau pour obtenir de nouvelles valeurs, ou bien de valeurs nouvelles du pixel de chaque image. Et donc, les résultats qui ont été obtenus ont été des résultats probants, que ce soit comparé aux méthodes qu'on a nous-mêmes essayées, ou bien comparé aux méthodes qui sont dans l'état de l'art, et qui ont utilisé la même base de données avec les mêmes partitions d'apprentissage. Le travail a été valorisé par une publication internationale, une publication nationale, une communication nationale. Après vient la période 2010-2012 où on s'est intéressé à un nouveau projet à l'étude et l'évaluation des incertitudes de mesure en laboratoire d'essai. Donc cette étude intervenait dans le cadre de la mise en conformité des laboratoires avec le référentiel ISO 17025 qui est une norme portant exigence générale concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai. Et l'objectif, donc, c'est l'évaluation des incertitudes de plusieurs essais. Le premier, c'est un essai mécanique de traction. Le deuxième, c'est un essai de composition chimique sur spectromètre Areolix. Et le troisième, c'est l'analyse du taux de carbone et de soufre dans les analyseurs de gaz rapides. Et donc, le travail les résultats obtenus étaient aussi intéressants. Et comme résultat, on a eu les laboratoires qui ont été accrédités en 2012 après évaluation par l'organisme algérien d'accréditation Algéra. Il y a après un autre projet durant cette période qui concerne la mesure dimensionnelle par vision stéréoscopique. Donc ce travail intervenait dans un contexte où il y avait un besoin de disposer au niveau du process et à moindre coût d'outils de supervision de la qualité du produit du point de vue dimensionnel. Et donc l'idée était d'arriver à détecter les bandes du produit pour après utiliser la distance euclidienne et calculer la dimension. Donc la méthodologie qui a été appliquée, c'est une approche expérimentale qui repose sur une phase d'étalonnage pour la création d'une base de données comportant les informations d'une grille de référence, et puis la phase de détection qui consiste à détecter l'établissement des correspondances nécessaires entre positions géométriques et approximation des positions réelles des bords. Pour avoir une idée sur la problématique, donc on voit bien que l'erreur, comme le produit il est en cours de laminage, donc il a tendance à bouger, et donc il peut induire une erreur de parallaxe. Parmi les solutions, on peut s'éloigner avec la caméra pour visionner le produit, mais cela pose un problème d'encombrement et puis peut affecter aussi la qualité de l'image. Ou bien aussi, on peut supposer déplacer la caméra avec le produit pour la mettre dans le second axe et diminuer l'erreur. Et ceci nécessite des systèmes mécaniques précis et assez rapides. Ces quelques slides en blanc sont des slides qui ont été tirés d'une communication internationale où on avait présenté ce travail. Et donc, comme solution, c'est la vision stéréoscopique qui repose sur une barre d'étalonnage où on doit créer une grille fictive ou virtuelle, on doit mailler le plan vertical dans lequel peut bouger le produit.
et on détecte, on collecte ces données, la position de tous les nœuds avec les deux caméras, à condition que chaque caméra regarde le produit dans toute sa largeur. Et donc les résultats qui ont été, la méthode pour l'appliquer, donc il s'agissait de découvrir le point d'intersection des différentes lignes optiques avec les lignes d'étalonnage, les points, comme vous pouvez voir sur le schéma A et B, le schéma de gauche, et puis par approximation, on va approcher le premier point de la ligne optique. C'est pareil pour les autres points des lignes optiques, et le vrai bord, il est à l'intersection des deux lignes optiques. Le travail, donc, a permis, le paramétrage qui a été adopté a permis la réalisation d'un compromis entre la bonne détection des bords, la précision d'étalonnage et la précision de la mesure qui est de l'ordre du dixième de millimètre. Le travail a été valorisé par la mise à disposition d'un système de mesure de la largeur des bandes en laminage à chaud d'acier et une communication internationale que vous pouvez voir dans un journal international. Vient après la période 2016-2018 où on s'est intéressé au contrôle de la qualité des produits sidérurgiques par vision industrielle. Comme premier travail, c'est l'évaluation des méthodes globales dans l'extraction des caractéristiques. Les méthodes globales qu'on avait testées sur des images infrarouges lors des études de master et de travail précédent, on a voulu les tester sur les méthodes, sur les défauts de surface comme application industrielle. Et on a obtenu donc les résultats qui sont modérés. On a confirmé la nécessité d'application d'opérateurs de traitement ou de pré-traitement et on a souligné aussi la pertinence du choix de ces opérateurs et le travail a été valorisé avec une communication internationale et une publication dans une revue nationale, comme vous pouvez le voir. Le deuxième travail, donc, il porte sur les méthodes statistiques et l'approche combinée pour la détection et la classification des défauts des produits en laminage d'acier. C'est le travail qui se rapporte un peu à la thèse. On ne va pas redire tout ce qui a été dit par rapport lors du travail de la thèse, parce qu'en fait, le travail de la thèse, c'était un projet, c'était un travail qui devait avoir un impact non seulement scientifique, mais un impact socio-économique. Et donc, ce projet, ça faisait office de travail de thèse et en même temps de projet de recherche. Mais, ce qui est important ici dans ce slide, c'est les conclusions qu'on avait tirées après avoir terminé la thèse. Comme vous pouvez le voir, on avait décidé d'aller vers l'optimisation et la recherche de nouvelles approches plus performantes, adaptées à l'environnement local. Parce qu'une méthode qui est appliquée à une base de données chinoise n'est pas forcément la méthode qui serait valable pour des produits qui sont issus de procédés local. Et donc, notre travail, il a été publié. Vient la période 2019-2021, toujours on s'intéressait à la qualité des produits sidérurgiques par la vision industrielle. Quand on travail, c'est l'approche multi-résolution. Lors de la thèse, on avait utilisé un seul filtre, et là on est allé vers une approche multi-résolution, mais qui soit optimale pour la description de l'image des défauts des produits métalliques. Comme vous pouvez le voir, c'est le schéma d'ensemble de l'application. Dans la méthodologie, on a commencé à évaluer les filtres individuellement, les filtres qui sont prédéfinis individuellement, et puis le choix d'un groupe de filtres parmi ceux et on fournit individuellement des taux d'erreur inférieurs à 5%, et puis un algorithme qui est développé pour évaluer, pour prendre en considération toutes les combinaisons possibles de filtres, et chaque combinaison est en fait un banc pouvant être composé de 3 à 5 filtres. Donc le principe, pour le même banc de filtres, donc le principe, le but était de rechercher le taux le plus élevé avec le minimum de filtres. Et pour le même banc de filtres, les taux de classification ont été calculés donc plusieurs fois pour obtenir une moyenne et calculer un écart type, parce que l'écart type est un peu un indicateur sur la robustesse de la méthode. Les travaux donc, qui étaient intéressants, on obtenait avec cette base chinoise 99-60, le taux le plus élevé en utilisant un banc de filtres comprenant 5 filtres. Il y a les autres combinaisons de filtres qui obtiennent des résultats inférieurs. Et puis on a comparé aussi le travail qui a été obtenu, les résultats qui ont été obtenus à d'autres méthodes qu'on avait testées. Aussi, notre méthode multi-résolution dépasse les autres techniques. Le travail donc a été publié, bien sûr. Il y a un deuxième projet, une
Une deuxième étude qui a été menée, c'est l'analyse de l'applicabilité de l'image thermique pour l'évaluation de l'état de surface des produits sidérurgiques. Donc il s'agit d'analyser des images thermiques de défaut de surface, la comparaison des images au spectre visible et infrarouge, et se fixer sur l'emploi de la thermographie pour la détection des défauts. Donc le principe, c'est la loi de Planck, le principe de la thermographie, c'est la loi de Planck, donc qui dit que tout corps dont la température est au-dessus de zéro, ce corps émet de l'énergie infrarouge et dont la quantité dépend étroitement de la température de la surface de l'objet. Bien sûr, il y a tout un développement mathématique pour cela. Ceci est un aperçu sur les différentes plages du spectre de la lumière, allant du visible à l'infrarouge. Donc cette énergie infrarouge émise par le corps, elle est convertie en signal électrique par le capteur de la caméra infrarouge. Donc pour la thermographie, il existe deux types de thermographie. La thermographie passive qui nous intéresse en fait, on parle de ce type de thermographie quand le flux thermique est naturellement émis par le corps étudié. Le but donc c'est de détecter toute anomalie par rapport à une référence et déceler donc le défaut. Il y a la thermographie active qui est surtout utilisée comme méthode CND, donc il doit y avoir une excitation du produit, c'est-à-dire une perturbation de l'état d'équilibre